C'est l'un des mystères criminels qui a suscité le plus de passion ces 40 dernières années. 32 ans après, l'affaire Grégory refait surface. Les enquêteurs de la gendarmerie sont convaincus d'avoir identifié 2 corbeaux. C'est criminel de relancer cette affaire sur ce genre d'éléments. Je crois qu'aujourd'hui nous avons fait un pas de géant sur le chemin de la vérité. C'est un incroyable rebondissement. On va peut-être enfin savoir qui a tué le petit Grégory. Bonsoir, bienvenue dans Chronique criminelle, votre magazine de faits divers sur NT1. Le 16 octobre 1984, on retrouvait le corps du petit Grégory Villemain noyé dans les eaux de la Vologne. Pendant des années, l'affaire a tenu la France en haleine. Certains ont accusé un cousin, Christian Laroche, d'autres sa mère, Christine Villemain. On a même parlé de complot familial. Qui est le corbeau qui a harcelé les parents de la victime? Comment la justice et les médias ont-ils influencé le cours de cette sombre histoire? Le document inédit et exceptionnel qui va suivre revient sur ce drame familial encore présent dans toutes les mémoires. Malgré les drames et les rebondissements, la même question subsiste. Qui a tué le petit Grégory? 16 octobre 1984, à L'Épange-sur-Vologne. Dans cette vallée des Vosges, la journée est ensoleillée. Christine Villemain, 24 ans, est couturière dans une usine locale. Comme tous les jours après le travail, elle récupère Grégory, son fils de 4 ans et demi, chez sa nourrice. De retour chez elle, elle laisse le petit jouer dehors pendant qu'elle repasse dans son salon. Il est un peu plus de 17 heures. Le petit Grégory a envie de profiter du beau temps, de jouer avec ses petites autos devant la maison. Et c'est là que le drame va survenir, puisque dans les instants qui vont suivre, ou dans les minutes qui vont suivre, eh bien, le petit sera kidnappé, rapté par un criminel. Une demi-heure plus tard, un homme à la voix rauque appelle l'oncle du petit Grégory. Il revendique l'enlèvement et il annonce avoir jeté l'enfant dans la Vologne. Pompiers et gendarmes engagent aussitôt des recherches le long de la rivière. La nuit tombe et les recherches sont difficiles. Quant aux alentours de 21 h, une alerte tombe. Et au moment où je faisais le point sur le dispositif mis en place, en pensant au renfort que l'on pouvait appeler, là on a reçu un appel radio nous disant que l'enfant avait été retrouvé dans un village à Dossel. Pendant un instant, j'ai pensé qu'on allait le retrouver, que c'était terminé. Et puis donc, on m'a annoncé quelques instants plus tard qu'on avait retrouvé son corps, qu'il était mort. Le corps de l'enfant est découvert échoué sur un barrage, à 7 km de l'Épange, le village où vit sa famille. La piste criminelle est évidente et immédiate, puisque le corps de l'enfant est attaché, il est ficelé de la tête aux pieds. Son bonnet est descendu sur son visage. Il y a une cordelette qui passe à la fois autour de son cou, mais sans l'étrangler, et qui va vers ses poignets, qui sont attachés devant son corps et qui vont jusqu'à ses chevilles. Mais on voit que ce n'est pas un accident d'emblée. Sur place, un médecin effectue les premières constatations. Le corps du petit garçon ne porte aucune trace de lutte, ni de violence. Les témoins diront qu'il paraît presque endormi. Donc manifestement, il a été mis dans l'eau à proximité de l'endroit où on l'a découvert, certainement. Pour les enquêteurs, il s'agit d'un premier indice. Le corps a été jeté à proximité de l'endroit où il a été retrouvé. Au même moment, alors que les gendarmes s'affairent, un journaliste photographie la scène. Le hasard fait qu'un journaliste est là, on ne l'a pas trop vu, un photographe local. Nous, on était pris à la fois par la tension de l'enquête et par l'émotion de moment, de cet instant qui était dramatique. C'est vrai que cette photo d'un pompier, d'un adulte portant le corps de cet enfant attaché et mort a été le détonateur de cette affaire.
Le lendemain, la France découvre avec stupeur ces clichés pris la veille. Mais surtout, le pays voit pour la première fois le visage angélique du jeune enfant de 4 ans assassiné. C'est le début de l'affaire Grégory. Le jour même, les premiers journalistes prennent d'assaut la région. Un correspondant de RTL enregistre à chaud la réaction du père de Grégory, Jean-Marie Villemain. Jean-Marie Villemain, vous êtes jeune, votre femme aussi. Est-ce que vous pensez pourquoi? Qu'est-ce qui vous en veut à ce point? Je ne sais pas. Je peux pas savoir. Est-ce que vous avez une petite idée? J'en ai une, mais je la garde. Sincèrement, Jean-Marie Villemain, est-ce que vous pensez que le meurtrier, l'assassin de votre fils, vous le connaissez? Moi, je le connais. Je le connais, oui. De qui Jean-Marie Villemain parle-t-il? Quelques heures après cette interview, les parents de Grégory reçoivent une lettre anonyme postée la veille, le jour du meurtre. Un message adressé au père de Grégory, qui revendique l'assassinat du petit garçon. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Et voilà ma vengeance, pauvre con. Donc le chef, l'argent, la vengeance, voilà, tout est là. Et puis on découvre que la famille est la victime d'un corbeau qui téléphone, qui a envoyé des lettres. Pourquoi tant de haine? Des appels menaçants, des lettres anonymes, comme cette lettre de revendication. Les enquêteurs découvrent que la famille Villemain en reçoit depuis 3 ans. On voit bien donc qu'il y a un corbeau qui, pendant 3 ans, a attaqué la famille Villemain, s'en est pris à ses membres. En tout, le corbeau a passé près d'1 millier d'appels aux différents membres de la famille. Comme celui-ci, enregistré par Jean-Marie Villemain, mais presque inaudible. Pourtant, il lui ressemble. Si le grand c'est un bâtard, oui. L'autre aussi extraordinaire. Il y a une chose que Visiblement, le corbeau en sait beaucoup sur cette famille. Et quand les Villemain portent plainte, 1 an et demi avant le meurtre, les appels cessent quasiment. L'homme à la voix rauque change alors de tactique. Il commence par glisser un mot dans les volets des parents de Grégory. Je vous ferai votre peau à la famille Villemain. 2 autres lettres sont adressées aux grands-parents de Grégory. Le corbeau y détaille la vie privée des Villemain. Il s'en prend au demi-frère de Jean-Marie, Jackie, qu'il surnomme le bâtard. Lui, c'était le bâtard, Jackie le bâtard, Michel, c'était l'abruti, et l'autre, c'était le chef. Et les parents, c'était les minables. Ce corbeau veut dissocier la famille, veut introduire la haine au sein de la famille, au sein du clan familial. Mais dans ses lettres, le corbeau cible tout particulièrement Jean-Marie Villemain, qu'il surnomme le chef. Il l'accuse d'être le petit protégé de la famille. Et il ordonne aux autres membres d'arrêter de le fréquenter. Sinon, il mettra ses menaces à exécution. Le corbeau est jaloux de la réussite de Jean-Marie Villemain, qui est un autodidacte, qui, simple ouvrier, par sa force de caractère, par sa personnalité, a réussi à progresser, à s'épanouir. À seulement 26 ans, Jean-Marie Villemain est contremaître dans une usine. Il possède 2 voitures, un joli pavillon, un canapé en cuir. Et visiblement, cela crée des jalousies. Au fur et à mesure qu'on avance, on prend de plus en plus conscience du fait que le pivot, le centre de cette affaire, c'est Jean-Marie. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne qui, dans un environnement assez proche, puisque on fait état de choses qui sont assez intimes, assez intérieures à la famille, qui peut lui en vouloir à ce point. Le corbeau en sait trop. Pour les gendarmes, c'est forcément quelqu'un de la famille. Ils sont convaincus que le corbeau et l'assassin ne font qu'un. Pour le confondre, il faut analyser ses lettres. Les gendarmes comparent alors l'écriture du corbeau à celle des habitants du village. Familles, voisins, commerçants, au total près de 300 tests sont organisés par les enquêteurs. Mais cela suffira-t-il à démasquer le mystérieux corbeau? 10 jours après le drame,
les gendarmes sont toujours sur les traces de l'auteur des lettres anonymes. Ils misent tous leurs espoirs sur les tests en écriture. Ils les confient à une experte graphologue pour qu'elle les compare avec les lettres du corbeau. Elle examine les écritures et elle nous dit ce qu'elle en pense. Et le lendemain, elle nous rappelle en nous disant « Ah, là j'ai quelqu'un dont l'écriture m'intéresse ». Cette personne, c'est Bernard Laroche, le cousin germain de Jean-Marie Villemain. En enquêtant sur son passé, les gendarmes découvrent que son profil pourrait correspondre à celui du corbeau. C'est un homme qui a eu une enfance malheureuse, qui a été élevé près de la famille Villemain, qui a eu connaissance des affaires qui sont évoquées par le corbeau. Bref, tout ça se tient. Bernard Laroche, quelque part, c'est l'anti-Jean-Marie Villemain. C'est quelqu'un qui a tout à fait des raisons d'être jaloux de lui en termes de réussite sociale, d'épanouissement familial, tout un tas de choses qui peuvent se comprendre. Et quelques jours plus tard, l'étau se resserre encore un peu plus autour de Bernard Laroche. Un gendarme, spécialiste en écriture, examine à son tour la lettre de revendication du corbeau. Il découvre un nouvel indice à l'aide d'une lumière rasante. Il s'agit d'une trace de foulage, c'est-à-dire une empreinte laissée par la pression du stylo sur les feuilles intérieures d'un bloc-notes. Pendant un petit moment, j'ai cherché sur tout le document et je me suis aperçu qu'il y avait donc effectivement un foulage qui était dans la partie inférieure du document. LB, ce LB effectivement correspond, si vous voulez, à des initiales d'une des personnes qui est liée dans ce dossier. Laroche Bernard ? C'est ça, Laroche Bernard, oui. Les gendarmes superposent ces initiales avec la signature de Bernard Laroche. La similitude est plus que troublante. Bernard Laroche serait-il le fameux corbeau qui terrorise la famille Villemain depuis tant d'années? Est-ce lui qui a tué le petit Grégory? Le lendemain, le suspect est placé en garde à vue à la gendarmerie d'Épinal. Mais Bernard Laroche a un alibi. Il affirme qu'au moment de l'enlèvement du petit Grégory, il était avec sa belle-sœur. Les enquêteurs le relâchent et c'est devant les caméras que Bernard Laroche clame son innocence. Les gendarmes m'ont soupçonné parce que j'avais une écriture qui ressemblait à celle du corbeau. Et, de toute façon, j'ai maintenu que c'était pas moi, j'ai la conscience tranquille. Et ils n'ont pas pu prouver que c'était moi. Et vous aviez un alibi pour cette heure-là? Oui. De toute façon, j'ai ma belle-sœur qui m'a vu quand elle est rentrée de l'école. Mais les enquêteurs reprennent en détail l'audition de sa belle-sœur, Muriel Boll, une collégienne de 15 ans. Elle confirme bien l'alibi de son beau-frère, mais les gendarmes découvrent des incohérences dans son témoignage. L'adolescente affirme avoir pris le bus de ramassage scolaire pour rentrer chez elle. Or, ce jour-là, personne ne l'a vue. On entend le chauffeur de car qui nous dit qu'elle n'est pas montée dans le car ce jour-là. Il est catégorique. On entend d'autres personnes qui disent qu'ils l'ont vue monter dans une autre voiture. Mais de quelle voiture parlent ces témoins? Muriel Boll aurait-elle menti aux gendarmes? Les enquêteurs veulent tirer tout cela au clair. Ils confrontent la jeune fille à ses contradictions et elle finit par craquer. Et Muriel nous avoue donc qu'en fait Bernard est venu la chercher et qu'il est parti avec lui. Muriel Boll déclare aux gendarmes qu'en fait ce jour-là, Bernard Laroche l'attend à la sortie du collège. Dans sa voiture, il y a Sébastien, le jeune fils de Bernard Laroche. Ils auraient alors pris la direction de l'Épange, là où vivent les Villemain. On s'est arrêté devant une maison, il y a un petit garçon qui jouait. Bernard Laroche est allé le chercher. Muriel Boll poursuit son récit. Bernard Laroche installe ce petit garçon à côté de son fils dans la voiture. Puis il repart en direction du village de Dossel, où il s'arrête à nouveau. Il s'est arrêté au bord de la rivière, il est parti avec le petit garçon, il est revenu sans lui. Muriel Boll précise aux gendarmes qu'elle n'avait jamais vu cet enfant auparavant, mais qu'elle l'a reconnu dans les journaux, le lendemain. Elle est formelle, il s'agit bien du petit Grégory. Selon elle, Bernard Laroche, son beau-frère, serait donc l'assassin. 3 jours plus tard, Muriel Boll maintient ses déclarations devant le juge Lambert.
Le magistrat inculpe Bernard Laroche de l'assassinat du petit Grégory et ordonne son arrestation. Les journalistes sont sur le coup. Ils poursuivent les gendarmes et filment en direct l'interpellation de Bernard Laroche sur son lieu de travail. L'accusé est aussitôt incarcéré. Mais depuis la prison de Nancy, il clame son innocence. Le juge Lambert, qui commence tout juste sa carrière, se retrouve pour la première fois devant les caméras. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Des résultats partiels. Ce témoignage, c'est celui de Muriel? Exact. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Ah, ça, je n'ai pas le droit de vous le dire. C'est le secret d'instruction. Mais Muriel a accompagné Bernard Laroche sur les lieux du crime. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture, oui. Cet enthousiasme à répondre aux questions des journalistes aura de terribles conséquences. C'est une erreur énorme, comme tout un tas d'erreurs qui ont été commises dans cette enquête. C'est livrer en pâture le nom d'une gamine de 14 ans qui va rentrer dans sa famille. Donc évidemment, quand la famille de Muriel apprend cela, on comprend que le lendemain matin, elle est changée d'avis. On a dû lui faire la morale, au minimum lui faire la morale. Muriel, à ce moment-là, d'après ce qu'on sait dans le dossier, va subir des remontrances, et je prends un mot très très faible, des remontrances de sa famille. Certains ont même dit, on a entendu des cris, elle se faisait taper dessus, etc., etc. 24 heures après l'arrestation de Bernard Laroche, encadré par sa famille, Muriel Boll demande à revoir le juge Lambert. Et dans son bureau, elle revient sur ses déclarations. À la sortie de l'audition, la jeune fille est poussée devant les caméras. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. J'ai jamais été sur l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Je connais pas l'éponge ni d'eau sel. De son côté, le juge Lambert est convaincu que la jeune fille a subi des pressions de la part de sa famille. Personnellement, j'attendais ces rétractations. Elles ne me surprennent donc pas du tout et elles ne m'émeuvent pas davantage. Mais ça fragilise quand même considérablement le dossier. Non, parce qu'il y a d'autres éléments à côté qui permettent de tenir peu de cas de ces rétractations. Malgré les rétractations de Muriel Boll, le juge reste confiant. Il s'appuie sur les expertises graphologiques. Et pourtant, quelques semaines plus tard, l'enquête bascule. Nous sommes maintenant en décembre 1984, 2 mois après la mort du petit Grégory. Depuis les rétractations de Muriel Boll, l'enquête piétine. En revanche, la défense de Bernard Laroche s'active pour le faire sortir de prison au plus vite. Ses avocats, Maître Welzer et Pron, passent à la loupe chaque pièce du dossier pour trouver la faille. Lorsque Paul Pron et Gérard Welzer sont entrés dans le dossier, ils se sont aperçus que des expertises avaient été désignées en dehors des dispositions du Code de procédure pénale et ils les ont fait annuler. L'expert n'a pas été désigné dans les règles par le juge d'instruction, mais il l'a été par les gendarmes, et qu'ensuite on n'a pas remis en conformité la procédure, le juge n'a pas remis en conformité la procédure, donc les expertises qui accusaient Bernard Laroche ne tiennent plus, elles ne sont pas valides, on ne peut pas se reposer sur ces expertises. Et voilà comment un élément troublant à l'encontre du premier suspect s'est envolé, allais-je dire, suite à une bévue procédurale inimaginable, imputable à Jean-Michel Lambert. Résultat, toutes les expertises graphologiques et les analyses sur les traces de foulage sont écartées du dossier. Pour les enquêteurs, c'est le retour à la case départ. Et pour enfoncer le clou, la défense de Bernard Laroche remet en cause le travail des gendarmes lors de l'audition de Muriel Boll. Et je crois que l'un des gendarmes a reconnu, si mes souvenirs sont bons, qu'il avait lui-même tracé de son doigt le parcours que Muriel était chargée de recopier. L'objectif des avocats, c'est de dénigrer notre travail, de chercher la faille pour justifier le fait que ces aveux auraient été vraiment extorqués sous la pression, mais surtout pour faire bonne figure et pour vraiment taper très fort et chercher à nous discréditer. Ils portent plainte contre nous, contre les gendarmes, pour faux, usage de faux et subornation de témoins.
Et les avocats de Bernard Laroche ne s'arrêtent pas là. Ils vont ressortir du dossier un témoignage troublant, jusqu'ici passé inaperçu. Un témoignage qui désigne un nouveau suspect. Des collègues de travail de Christine Villemain ont croisé Christine Villemain le 16 octobre devant la poste de l'Épange à l'heure approximative où le corbeau a posté la lettre de revendication du crime. Le juge Lambert commence à douter sérieusement. Et s'il s'était trompé de suspect? Il convoque Christine Villemain. La jeune femme reconnaît s'être rendue à la poste de l'Épange, mais le 15 octobre, la veille du crime. Or, la lettre du corbeau est datée du 16 octobre. Les témoins qui prétendent l'avoir vue à la poste le jour du crime se sont-ils trompés de date? Qui croire? Le juge n'est pas convaincu par les déclarations de Christine Villemain. Il dirait que tout ce que j'ai raconté au début, il prend ça à la rigolade, il dit que c'est pas vrai. Que par rapport aux 4 témoignages qu'il y a eu, il dit que moi maintenant je mens. Comment vous, personnellement, vous réagissez au fait qu'on puisse vous soupçonner? Pas trop bien quand même, parce que c'est quand même mon petit qu'on a enlevé. Oui, finalement, c'est quand même vous la victime dans cette affaire. Et vous avez l'impression qu'on essaie un peu de semer le trouble dans l'enquête? Oui, parce que le petit n'est plus là, j'ai plus rien. Je sais pas ce que ça m'aurait rapporté d'avoir fait ça. À ce stade de l'instruction, le juge Lambert n'a plus un, mais 2 suspects. Bernard Laroche, qui est en prison, mais aussi Christine Villemain, la propre mère du petit Grégory. Le juge nomme alors de nouveaux experts afin qu'ils réexaminent au plus vite les tests d'écriture et les lettres du corbeau. Le juge avait les avocats qui lui demandaient si on pouvait relâcher Bernard Laroche puisqu'il était en prison. Et le juge voulait répondre aux avocats et éventuellement le libérer si c'était pas lui. C'est ce qui s'est passé. Contre toute attente, les conclusions de l'experte disculpent Bernard Laroche. Désormais, plus aucune charge ne pèse contre lui. Il est remis en liberté le 4 février 1985, 5 mois après la mort du petit Grégory. Les avocats de Bernard Laroche lancent alors une grande opération de communication dans les médias pour réhabiliter l'image de leur client auprès de l'opinion publique. Celui qui était décrit comme le monstre de la Vologne est désormais présenté comme un bon père de famille, accusé à tort. Il y a eu sans doute de la part de mes confrères la volonté de restituer une image de Bernard Laroche qui soit plus conforme à la réalité, c'est-à-dire d'un père de famille finalement très humain et tout à fait cordial dans ses relations avec les autres, qui était à l'antipode de ce qui était présenté par au moins une partie de la presse. Ça, je peux le dire à n'importe qui. Je suis innocent et j'espère que le vrai coupable sera trouvé un jour. À quoi pensiez-vous dans la prison? Ouais, j'avais peur. J'avais peur de ne pas sortir. Les avocats soignent la mise en scène. Son retour au travail se fait également devant les caméras de télévision. Bernard Laroche est présenté comme un ouvrier modèle. À ce stade de l'affaire, toute l'enquête est remise en cause. Pour le juge et certains journalistes, les gendarmes sont allés trop vite. Le premier suspect a été remis en liberté et de lourds soupçons pèsent désormais sur la mère du petit Grégory. Le juge Lambert prend alors ses distances avec les gendarmes. Le juge, à un moment donné de l'enquête, va se protéger en montrant du doigt les gendarmes et en les désignant comme les auteurs de toutes les malfaçons de ce dossier. Le retournement du juge était tellement flagrant que nous ne pouvions plus travailler avec lui. On était dans une situation qui devenait impossible puisque on est encore officiellement saisi d'une enquête, mais on avait interdiction d'enquêter. On recueillait des témoignages encore de gens qui venaient nous voir, mais le juge ne voulait pas qu'on les prenne. Sans nouvelles du juge Lambert, les gendarmes sentent que l'affaire est en train de basculer. Il faut dans cette affaire qu'il y ait un fusible, et le fusible, ça va être la gendarmerie. Le 20 février 1985, les gendarmes de Bruyères sont dessaisis au profit du SRPJ de Nancy. Dès le départ, les policiers prennent le contre-pied de l'enquête menée jusqu'ici par les gendarmes. Ils pensent qu'ils se sont trompés de suspect. La police est rentrée dans ce dossier avec un parti pris, avec un a priori très très fort,
que c'était forcément la mère coupable. Les policiers décident donc de convoquer Jean-Marie et Christine Villemain. Et ces malheureux pêchent par naïveté. Ils ne savent pas qu'ils vont se jeter en quelque sorte dans la gueule du loup. Ils sont cuisinés, j'emploie un mot, je crois, assez expressif, pendant des heures et des heures et des heures. Et à ce moment-là, la conviction du SRPJ est faite, à savoir que cette Christine Villemain, maman de l'enfant Grégory, eh bien, elle est bigrement suspecte. Christine Villemain, suspecte. Les policiers utilisent la presse pour diffuser cette information. Certains journalistes font ami-ami avec le SRPJ. Le SRPJ va livrer des informations aux journalistes amis, au mépris de la présomption d'innocence, au mépris du secret de l'information. Et ces journalistes vont inculquer dans l'esprit, ou introduire dans l'esprit du public l'idée abominable et complètement crétine, stupide, vicieuse de l'implication de la maman dans le crime sur Grégory. C'est sans doute la première fois dans une affaire criminelle que la police s'est servie, que les enquêteurs se sont servis à ce point des médias pour faire passer leur message. Et le message, c'était clairement, nos soupçons se portent vers Christine Villemain. Dans l'opinion, les rumeurs deviennent des informations et l'hypothèse d'une mère infanticide gagne du terrain. Peu à peu dans la presse, l'affaire Grégory devient l'affaire Villemain. La mère du petit Grégory pourrait-elle avoir assassiné son propre enfant? Face à ces accusations, comment vont réagir Jean-Marie et Christine Villemain? 5 mois après la mort du petit Grégory, la roue médiatique a tourné. C'est désormais Christine Villemain qui est au centre de toutes les attentions. On ne parle plus que de la thèse de Christine Villemain coupable, tout est là-dessus. Et on a l'impression que ce sont les médias qui conduisent l'enquête. Cette histoire-là, elle plaît bien plus que la thèse Laroche. Ben oui, si c'est la mère, pourquoi est-ce qu'une mère fait ça? Comment une mère a-t-elle pu faire un truc pareil? Évidemment que ça plaît dans les rédactions. L'hystérie médiatique se renforce encore lorsque les journalistes apprennent que la jeune femme est enceinte d'un nouvel enfant. Ils estiment que cet enfant, conçu 2 mois après la mort du petit Grégory, pourrait être un moyen de susciter l'indulgence de l'opinion publique. Les rumeurs sont toujours après moi et puis que sans j'ai rien à me reprocher. Vous avez le sentiment d'avoir été sali? Oui, puis pas qu'un peu. Oui. Jusqu'à aller dire qu'on a refait un enfant pour se protéger. Mais à loin de là, on demande même à être entendu sans avocat. On n'a rien à cacher. Guerre des polices, guerre des médias. Les époux Villemain sont ballottés dans cette tourmente et deviennent l'objet de tous les fantasmes. Ils vont malheureusement donner crédit, faire confiance à certains personnages issus des médias qui vont jouer un rôle déplacé et déplaisant. Espérant un scoop, un journaliste va alors attiser la rancœur et la haine du couple Villemain à l'égard de la famille Laroche. Il va avoir accès notamment au procès-verbal d'audition de Muriel Boll. Il va le lire sur un dictaphone. Et il va les faire écouter aux parents de Grégory, à Jean-Marie Villemain et à Christine Villemain, le contenu de son dictaphone. Sur une cassette, le journaliste a enregistré mot pour mot les premières déclarations accablantes de Muriel Boll, la belle-sœur de Bernard Laroche. Pendant 3 longues heures, les époux vont écouter les confessions de la jeune fille. Donc, Muriel Boll, qui accuse Bernard Laroche et qui raconte cet épisode. Il est venu me chercher au collège, on a pris un petit garçon dans la voiture, il est allé au bord de la rivière, il est revenu sans le petit garçon. Imaginez la réaction des parents Villemain. À la fin de l'enregistrement, Jean-Marie et Christine Villemain sont bouleversés. Pour eux, il n'y a plus de doute possible. Bernard Laroche est bien l'assassin de Grégory, même si la justice l'a remis en liberté. Jean-Marie Villemain n'a alors plus qu'une seule obsession en tête, venger la mort de son fils. Il en parle à tous ceux qu'il croise.
Les gendarmes sont alertés par Jean-Marie Villemain lui-même, qui leur fait part de ses projets. Jean-Marie Villemain nous avait avoué, il m'a avoué qu'une fois, il avait eu dans l'idée d'aller tuer Bernard Laroche. De leur côté, les Laroche prennent cette menace très au sérieux. Marie-Ange, la femme de Bernard Laroche, se souvient très bien de cette période. Il y a une personne qui m'avait téléphoné à plusieurs reprises pour me dire que ils avaient vu Villemain au château d'eau. Qu'il y avait quelque chose sur le siège arrière et une couverture par-dessus, et il pensait que c'était quand même un fusil. J'ai appelé mon avocat, j'ai appelé Maître Belzer, je lui ai expliqué ce qui se passait. Maître Belzer a fait tout de suite le nécessaire. Le lendemain, le procureur Lecomte avait le papier sur son bureau, comme quoi la vie de Bernard était menacée, mais personne n'a levé le petit doigt pour faire quoi que ce soit. Quelques jours plus tard, un événement va faire basculer cette affaire. En direct sur RTL, un journaliste rend public les conclusions de nouvelles expertises en écriture, avant même qu'elles n'arrivent sur le bureau du juge Lambert. C'est en effet demain, aux alentours de 14h, que Jean-Michel Lambert va notifier aux parents de Grégory d'abord, à Bernard Laroche ensuite, qui demeure toujours inculpé de l'assassinat du petit garçon, les conclusions des deux experts en écriture. Mais chacun sait déjà que pour les deux experts, c'est Christine Villemain, la maman de Grégory, qui a probablement écrit la lettre revendiquant l'enlèvement et le meurtre de l'enfant. Ce jour-là, les Villemain, eux aussi, écoutent le flash info du journaliste. Ils apprennent la nouvelle en même temps que la France entière. Sous le choc, Christine Villemain fait une hémorragie et manque de perdre l'enfant qu'elle porte. Elle est immédiatement hospitalisée. Le lendemain, le juge Lambert reçoit les expertises. Elle désigne à 99% Christine Villemain comme l'auteur des lettres du corbeau. Quand on rend notre rapport, on dit au juge qu'il y a toutes les probabilités pour qu'elle soit le corbeau. Cette mise en accusation de sa femme sur la place publique, Jean-Marie Villemain ne la supporte pas. Il se sent trahi par la justice. Il reste persuadé que l'assassin de son fils est bien Bernard Laroche. Lui n'a jamais eu le moindre doute à l'égard de sa femme. Comme il est seul, eh bien, il commet l'irréparable. On ne sait pas non plus à cette époque-là qu'il avait fait un serment sur la tombe de son fils, qu'il se vengerait. Jean-Marie Villemain prend alors la route d'Aumonzé, en direction du domicile de Bernard Laroche. Au même moment, les Laroche rentrent chez eux. Ce jour-là, je suis allé chercher Bernard donc à son travail à 13h et on est rentré à la maison. Et en chemin, j'avais appris qu'on allait avoir un autre bébé. Quand on est arrivé devant la maison, Bernard était descendu le premier. Et moi, je descendais de la voiture quand j'ai entendu quelqu'un sauter, quoi. Un talus. Je suis retourné, c'était Villemain avec le fusil. Et donc Bernard était à l'entrée de porte du sous-sol, moi j'étais devant lui et bon, il y a eu un petit dialogue. Villemain lui a dit c'est ta faute s'ils sont tous sur Christine. Bernard a répondu je te comprends Jean-Marie mais je te le jure c'est pas moi qui a tué ton gosse. Je te comprends mais c'est pas moi. Et pourquoi que Muriel a dit ça, voilà le dialogue quoi. Et puis à un moment donné, j'ai fait un mouvement et c'est là que Villemain a tiré. Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort, je pensais pas qu'il allait mourir, quoi. Je veux dire, on voyait rien, il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien. Jean-Marie Villemain disparaît rapidement. Il se dirige vers la clinique où sa femme est hospitalisée pour lui avouer son crime. Peu après, il se rend à la police. Il est placé en détention provisoire. Il ne réalise pas encore qu'en voulant venger son fils, c'est sa femme qui l'a condamné. Les policiers concentrent désormais tous leurs efforts sur la piste Christine Villemain. Les policiers étaient persuadés que c'était elle. Ils étaient absolument persuadés que c'était elle. Donc ils prétendaient avoir découvert des choses dans sa psychologie, dans ses pratiques, etc., qui expliquaient que cette mère est une mère complètement indigne, quoi.
Mais pour prouver la culpabilité de la jeune femme, les enquêteurs manquent encore de preuves matérielles. Ils décident donc de retourner dans la maison des Villemain pour y faire une perquisition. Miracle pour les policiers, ils vont trouver de la cordelette qui, d'après les constatations, pourrait s'apparenter ou ressemble étrangement à la cordelette qui entravait le petit Grégory. Les policiers en sont convaincus. Ils viennent enfin de trouver la clé de l'énigme. Et alors là, alléluia pour le SRPJ, ils ont, selon eux, l'élément décisif qui doit bousculer Lambert et qui doit l'inciter à passer à l'inculpation de la maman. Le juge Lambert est sous pression. Les journaux annoncent déjà l'inculpation de Christine Villemain. Quelques jours plus tard, les conclusions de l'expertise sur les cordelettes découvertes chez les Villemain tombent enfin. Elles correspondraient parfaitement à celles qui entravaient le corps de Grégory. Le juge Lambert convoque Christine Villemain le 5 juillet 1985. Le juge Lambert, lui, il regarde ses chaussures, il ne lève pas les yeux, il n'a pas le courage de regarder cette malheureuse femme dans les yeux. Et alors il a ces propos absolument surréalistes. Il lui dit « Je me lance, je crève l'abcès, je lève l'hypothèque, je vous inculpe d'assassinat sur Grégory. » Christine Villemain, la mère de Grégory, inculpée d'assassinat. Le jour même, Christine Villemain est placée en détention. Désormais, les deux parents du petit Grégory sont derrière les barreaux. Incroyable destin pour ce couple qui, 10 mois après la mort de leur fils, se retrouve accusé d'assassinat. Christine Villemain entame une grève de la faim alors qu'elle est enceinte de 6 mois. Peu après, Jean-Marie la suit dans sa démarche. Malgré l'éloignement, le couple est plus uni que jamais. On sentait qu'au-delà de cette détention, ce couple a toujours été extrêmement proche. Et c'est d'ailleurs l'amour vraiment incoercible qui unit ce couple qui a permis à ces deux personnes de tenir. Le juge Lambert veut profiter de l'incarcération de Christine Villemain pour conforter son dossier. Si tous les éléments de l'enquête désignent désormais la jeune femme, reste à éclaircir le plus important. Pour quelle raison Christine Villemain aurait-elle tué son petit Grégory? Pour faire un acte pareil, il faut un mobile. Or, il n'y avait pas de mobile. Comment admettre qu'une femme qui n'a pas d'amant, pas de vie dissolue, va commettre ce crime absolument abominable, tuer son enfant? Eureka, on va trouver la solution, on va dire qu'elle est folle. La folie, c'est le motif que le juge Lambert veut avancer pour expliquer le geste insensé qu'aurait commis Christine Villemain. Durant sa détention, la jeune femme est examinée par 11 experts, psychiatres et psychologues. Mais bon, Christine Villemain n'était évidemment absolument pas folle. C'était une femme innocente, traquée, qui a vécu l'enfer. Les experts sont unanimes. Christine Villemain n'est pas folle. Après 11 jours de détention, elle est remise en liberté par la cour d'appel de Nancy, contre l'avis du juge Lambert. Pour lui, elle reste le suspect numéro 1 dans le meurtre du petit Grégory. Cette décision de libération de Christine Villemain était très très mal vécue par Lambert et par le SRPJ. C'était un désaveu flagrant et je pense que le SRPJ avait le désir de prendre une revanche. Cette revanche, le juge Lambert et les policiers du SRPJ pensent l'obtenir le 9 décembre 1986, plus de 2 ans après la mort du petit Grégory. Malgré la faiblesse du dossier, le juge Lambert demande le renvoi de la jeune femme devant une cour d'assises. Cette nouvelle est insupportable pour Christine Villemain. Dans une lettre à son avocat, elle réaffirme son innocence et laisse entendre qu'elle veut rejoindre son petit Grégory. En décembre 1986,
Christine Villemain fait une tentative de suicide. Une tentative de suicide. Elle absorbe des médicaments en quantité industrielle. Mes collègues et moi, nous courons à l'hôpital de Lunéville à son chevet. Les médecins nous disent que le boulet n'est pas passé loin. Dieu soit loué, elle va s'en sortir. Dans les mois qui suivent, les avocats de Christine Villemain poursuivent le combat judiciaire. Ils saisissent la Cour de cassation. Cette juridiction suprême annule plus de 300 pages d'instructions pour vice de forme. Le problème, c'est qu'on n'a pas travaillé normalement en octobre-novembre 1984. La faute à qui? Je pense que la faute est essentiellement au juge Lambert. Je pense qu'il faut reconnaître, dans le système français, le juge d'instruction, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui centralise, qui coordonne tout. S'il ne le fait pas, si le chef d'orchestre est mauvais, c'est la cacophonie. Le dossier est alors transféré des Vosges vers la cour d'appel de Dijon, une nouvelle juridiction censée être neutre. L'instruction repart à zéro. Ce dépaysement de l'enquête permettra-t-il enfin de démasquer l'assassin du petit Grégory? À Dijon, l'affaire Grégory est confiée en juin 1987 à un haut magistrat expérimenté, le juge Maurice Simon. Il a retardé son départ à la retraite pour s'occuper du dossier. Il remet tout à plat. Il nous dit en substance, moi je n'ai aucune idée préconçue, je n'ai pas de coupable de prédilection, on va tout recommencer à zéro. Je vais dans un premier temps voir si les éléments rassemblés contre Christine Villemain, est-ce que ça tient la route ou est-ce que c'est de la folie furieuse? Pour comprendre ce qu'il s'est passé le jour de l'assassinat du petit Grégory, le juge Simon organise des reconstitutions dans la vallée de la Vologne. 3 ans après le meurtre de l'enfant, il reprend chaque élément de la journée du crime. Premier point à éclaircir. Christine Villemain avait-elle le temps de commettre le crime? Les investigations ont démontré, dans le laps de temps donné, l'impossibilité matérielle pour la maman de Grégory de réaliser l'action criminelle. Christine Villemain n'a pas eu le temps de rentrer chez elle, pour ensuite repartir à 5 km de là, jeter son enfant dans la Vologne, et enfin retourner à son domicile pour revendiquer le crime par téléphone. En effet, des témoins affirment l'avoir vue à ce moment précis. Au moment de l'appel du corbeau, elle ne peut pas être chez elle. Elle était dans sa voiture, elle remontait à la maison, chez elle, et à ce moment-là, elle était bloquée sur la route par un car de ramassage scolaire. Donc on savait où elle était à l'heure de revendication du crime. La conviction du juge Simon est faite. Christine Villemain n'a pas pu commettre le crime, elle ne l'a pas revendiqué, ce n'est donc pas elle le corbeau. Le juge reprend une nouvelle fois les pièces du dossier, une par une. À l'issue de cette période, il constate effectivement que les charges contre Christine Villemain, ça ne vaut rien. Et à ce moment-là, eh bien, ayant refermé cette porte, il va se consacrer aux autres pistes. Et c'est ainsi qu'il va naturellement et nécessairement revenir à la piste de l'inculpé numéro 1 qui s'appelle Bernard Laroche. C'est donc vers Bernard Laroche que se dirigent à nouveau les investigations. Mais ce dernier n'est plus là pour répondre aux questions du juge Simon. Nouveau coup dur pour l'enquête. 3 ans après sa désignation, le magistrat est victime d'un infarctus. C'est le juge Jean-Paul Martin qui lui succède. Et 6 ans après la mort tragique du petit Grégory, il recueille un nouveau témoignage très troublant. Une personne affirme qu'elle aurait croisé le jour du crime, aux alentours de 17 h, la voiture de Bernard Laroche, à proximité du domicile des Villemain. Ce serait donc la démonstration de la présence de Bernard Laroche sur les lieux de l'enlèvement à l'heure de l'enlèvement. C'est un élément troublant complémentaire qui venait s'ajouter à d'autres charges rassemblées contre Bernard Laroche. Le juge va alors tenter de conforter cette piste pendant encore 3 ans, mais sans succès.
Sans preuve supplémentaire contre Bernard Laroche, l'enquête n'ira pas plus loin. L'affaire Grégory, c'est ça, c'est cette frustration que l'on a autour de cette piste que l'on ne peut pas plus étayer dans un sens ou dans l'autre, mais dans l'optique d'avancer vers la vérité. 9 ans après le meurtre, le magistrat conclut qu'il existe des charges très sérieuses contre Bernard Laroche. Mais pour lui, il est impossible d'affirmer qu'il est bien l'assassin. La mort du petit Grégory demeure non élucidée. Reste à réhabiliter Christine Villemain aux yeux de la justice. Le 3 février 1993, un non-lieu historique est rendu en sa faveur. Habituellement, un non-lieu est donné si doute il y a, mais là, il n'y a pas de place pour le doute. Cette femme, elle est innocente comme vous et moi. C'est un arrêt démontrant l'erreur judiciaire qui, pendant des années, s'est créée, mais heureusement aujourd'hui, cette erreur judiciaire est anéantie. Christine Villemain innocentée, Bernard Laroche mort. Il n'y aura donc pas de procès. Mais une occasion va se présenter. Jean-Marie Villemain doit être jugé pour le meurtre de Bernard Laroche. Les avocats de la famille Villemain vont alors tenter de détourner ce procès pour faire toute la lumière sur l'affaire Grégory. Pour juger Jean-Marie Villemain et pour savoir pourquoi il était passé à l'acte, il paraissait absolument indispensable de refaire l'affaire pour essayer de déterminer ce qui avait pu se passer dans sa tête pour qu'il décide d'aller tuer Bernard Laroche. On va essayer de se saisir des débats judiciaires et des effets de vérité que parfois une audience de la cour d'assises peut produire pour tenter de revenir sur l'affaire Grégory. Notre espoir, à nous avocats des Villemain, c'était de parvenir à la vérité à travers le procès de Jean-Marie. Le 3 novembre 1993, le procès de Jean-Marie Villemain s'ouvre à la cour d'assises de Dijon, dans une ambiance tendue. Pendant 6 semaines, tous les protagonistes vont réexaminer point par point toute cette affaire. Bien entendu, c'est un procès qui déchaîne les passions. Bien sûr, les débats vont être des débats extrêmement tendus. Souvent, les échanges seront violents et oui, j'ai le souvenir d'une série d'audiences d'une extrême densité. Les débats commencent par l'interrogatoire de l'accusé, Jean-Marie Villemain. Jean-Marie Villemain est à la fois un personnage terrible et un personnage émouvant. C'est quelqu'un qui a été crucifié par l'assassinat de son fils, c'est absolument indiscutable. Et il prononce des mots au début du procès. Bien sûr, ça fait partie de la tension dont je parlais. Il y a beaucoup de tension et beaucoup d'émotions. Oui. Situation absolument inouïe. Jean-Marie Villemain, qui est l'accusé, et bien souvent dans son box d'accusés, il se faisait l'accusateur de la famille Laroche. Depuis son box, il va même jusqu'à interpeller le témoin principal de cette affaire, Muriel Boll. Elle n'a pas flanché, elle n'a pas varié dans ses déclarations. Elle était corsetée, chaperonnée, encadrée, contrôlée, et elle était en liberté surveillée. Bon, on se comprend. Malgré les espoirs nourris par les avocats des Villemain, les débats contradictoires de la cour d'assises ne permettent pas de faire jaillir la vérité sur la mort de Grégory. Les jurés examinent ensuite la deuxième partie de cette affaire, l'assassinat de Bernard Laroche. À quelle peine Jean-Marie Villemain va-t-il être condamné? Le jury lui reconnaîtra-t-il des circonstances atténuantes? Après 6 semaines de procès, le verdict tombe. Le jury condamne Jean-Marie Villemain à 5 ans de réclusion, dont 1 avec sursis. C'est-à-dire qu'il a bénéficié de circonstances atténuantes qui étaient celles de l'aveuglement, de la vengeance aveugle. Personnellement, je n'ai pas été choqué par le verdict. Je pense qu'il établissait la culpabilité de Jean-Marie Villemain dans les termes qui étaient proches de ce que nous estimions. 10 jours seulement après sa condamnation, Jean-Marie Villemain recouvre la liberté. Il a effectué la quasi-totalité de sa peine durant sa détention provisoire. Pour la justice, ce dossier se referme.
le couple Villemain aura 3 enfants. La famille se reconstruit en région parisienne, loin des Vosges et surtout loin des médias. Ils ont reconstruit une famille, c'est vrai. Mais Grégory n'ont jamais oublié. Jamais. Le combat de leur vie, c'est l'élucidation complète de ce crime. Qui a fait quoi, quand, comment, pourquoi. En 2008, les Villemain demandent que l'affaire soit rouverte. Ils espèrent que les progrès de la science vont faire émerger de nouveaux éléments. On se dirige sans doute vers une nouvelle relance dans l'affaire Grégory. 24 ans après les faits, le procureur de Dijon demande la réouverture de l'instruction à la demande des parents. Les nouvelles techniques pourraient permettre de retrouver des traces ADN. Les lettres du corbeau, les enregistrements, les cordelettes, les vêtements de Grégory. Tout est de nouveau analysé. En vain. Les traces ADN ne sont plus exploitables. Et l'espoir de connaître un jour la vérité disparaît peu à peu. Jusqu'à ce matin, du 15 juin 2017. C'est l'un des mystères criminels qui a suscité le plus de passion ces 40 dernières années, le meurtre inexpliqué d'un enfant de 4 ans, Grégory Villemain, en 1984 dans les Vosges. Les progrès de la science et la ténacité des enquêteurs ont peut-être seulement permis de s'approcher enfin de la vérité. Depuis 2 ans, dans le plus grand secret, une cellule d'enquêteurs a repris à zéro l'intégralité du dossier. 12 000 pièces. Ces gendarmes sont des spécialistes, ils ne travaillent que sur les cold cases, ces vieilles affaires non élucidées. Et surtout, ils peuvent compter aujourd'hui sur l'aide d'un atout majeur, le logiciel Anacrim. Anacrim, c'est le logiciel qui enquête, c'est le super Colombo d'une certaine manière. Ça va brasser, c'est une sorte de shaker qui va, j'allais dire, repasser tout au crible tous les éléments, tous les PV, tout ce qui a été dit. Et ils vont se rendre compte d'un détail que peut-être un cerveau humain ne se souviendrait pas, mais que l'ordinateur, lui, n'a pas oublié. Ils vont refaire, par exemple, les alibis, et ils vont se rendre compte que dans une partie du clan familial, certains ont menti, il y a des incohérences, et que certains peuvent être aujourd'hui soupçonnés d'être impliqués de près ou de loin dans l'enlèvement et le meurtre du petit Grégory. Les conclusions de cette nouvelle enquête désignent tout particulièrement 2 suspects. Marcel Jacob, le grand-oncle de Grégory, et son épouse Jacqueline. Marcel et Jacqueline Jacob ne sont pas des inconnus dans le dossier. Le couple était très proche de Bernard Laroche, leur neveu. Et comme lui, ils vouaient une haine féroce à Jean-Marie et Christine Villemain. À l'époque, le couple Jacob avait déjà été inquiété par les enquêteurs. Mais les gendarmes n'avaient pas rassemblé assez d'éléments sérieux pour les incriminer. Cette fois, leur patience semble avoir payé. Le couple, Marcel Jacob et Jacqueline, c'est-à-dire la grande-tante et le grand-oncle du petit Grégory, n'ont pas d'alibi. Autrement dit, aujourd'hui, ils sont soupçonnés d'avoir appelé la famille, d'avoir menacé la famille, et ils sont également soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement de Grégory et de l'avoir séquestré. Jacqueline, elle, est également désignée par de nouvelles expertises graphologiques comme étant l'un des corbeaux, celle qui a envoyé les fameuses lettres de menace à Jean-Marie Villemain juste avant le drame. Tous les 2 sont placés en garde à vue. Face à ces nouveaux éléments, les enquêteurs espèrent des aveux. Mais Jacqueline Jacob se mure dans le silence et son mari Marcel crie farouchement qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de Grégory. Mais la justice, elle, est convaincue du contraire. Après 48 heures de garde à vue, ils sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Le soir même, le 16 juin 2017, ils dorment en prison. Alors, les parents du petit Grégory découvrent aujourd'hui que ça n'est pas quelqu'un qui les détestait, mais une partie de leur propre famille qui aurait mis au point une sorte de plan machiavélique pour supprimer leur enfant. Il faut imaginer ce que ça peut représenter. C'est-à-dire que dans ce dossier, on trouve un grand-oncle,
une grande-tante, qui sont aujourd'hui soupçonnés d'avoir enlevé le petit Grégory. Et on trouve également la mère de Jean-Marie Villemin, la propre grand-mère de Grégory, a écrit au juge pour les menacer en disant « Ne cherchez pas ailleurs, pour moi, c'est certainement Christine Villemin » dans une lettre anonyme. Âgée de 86 ans, la mère de Jean-Marie Villemin, elle, est laissée en liberté. Mais pour les enquêteurs, l'hypothèse d'un complot familial se précise, sur fond de haine et de jalousie. Et devant les journalistes, les avocats se déchirent. Nous avons fait un pas de géant, sur le chemin de la vérité, c'est du moins mon intime conviction. C'est criminel de relancer cette affaire sur ce genre d'éléments. Et ce qui est encore plus criminel, c'est de jeter en pâture le nom d'un couple, de les incarcérer provisoirement, dans l'attente d'un débat où on vous dit on va commencer l'enquête. La nouvelle de l'incarcération des époux Jacob saisit tout le village. Même Valérie, leur fille unique, avec qui ils sont fâchés depuis des années. Moi, j'ai rien à voir dans tout ça. Moi, je suis juste une victime aussi, quelque part. Hein. Imaginez, je peux être que choquée. J'ai habité chez ces gens-là. Si c'est eux qui ont eu affaire à quoi que ce soit dans ça, je suis... voilà. Vous dites quoi? Je me dis que si c'est ça, ben, j'ai quand même été élevée par des personnes qui sont monstrueuses. Et comme en 1984, les bords de la Vologne sont de nouveau envahis par la presse. L'histoire semble se répéter. Alors ce matin, les habitants de l'Épanche sur Vologne préfèrent rester silencieux. Non. Les gens, ils en ont marre, ils ne veulent plus entendre parler de l'affaire-là. Les bus venaient nous demander où est le cimetière, où est la tombe de Grégory. Ils venaient là en pèlerinage. À force, les gens étaient agacés. 32 ans après les faits, reste à savoir si cet ultime rebondissement permettra vraiment de connaître toute la vérité sur l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle et de mettre enfin un nom sur l'assassin du petit Grégory.